Régulièrement, je prends du recul sur ma vie. Une fois par an, je me demande où j'en suis et si tout cela a un sens. Et il y a une question qui revient chaque année. Est-ce que ça valait la peine de commettre un meurtre pour avoir la vie que j'ai aujourd'hui? C'est facile de regarder en arrière et de penser que j'ai eu tort. Les gens me demandent si j'ai des remords et si je regrette mon geste. Bien sûr que je me sens mal. Mais à l'époque, je n'avais pas l'impression d'avoir le choix. J'aimerais que les gens comprennent que le mal est partout. Il faut être vraiment très attentif. Le mal est tout autour de nous. Il faut être prudent. Les parents devraient faire attention à l'exemple qu'ils veulent donner à leurs enfants. C'est très important. On grandit tous en pensant que nos parents sont des dieux. Moi, j'ai été trahi par les dieux de mon enfance. Ils étaient censés me mettre au monde, me protéger et m'aider à grandir. Il y avait des moments où tout allait à merveille. Quand mon père et moi, on allait camper, quand on était tous les deux comme ça, c'était super. Je me souviens pas avoir été aussi heureux que dans ces moments-là. Now you see this lure? This is one of my favorites. I've caught a lot of fish with this lure. Mais je me souviens qu'un jour, j'ai dû dire quelque chose qu'il a pris pour de l'arrogance. Get me that sleeping bag, all right? I'll get it when I'm done. Et j'ai reçu sa main en pleine figure. You do what I tell you to do, boy. You got it? On ne répond pas à son père. Sinon, c'est la gifle. When I ask you to do something, you do it. Right away. C'était un homme fort et musclé. Quand il donnait une gifle, ça n'avait rien d'une caresse. Pas avec lui. Il considérait que ça faisait partie de l'éducation. Mais il arrivait aussi qu'on passe d'excellents moments ensemble. Et dans ces cas-là, je le considérais comme mon meilleur ami. Quand tout va bien, on oublie facilement ce qui s'est passé avant. En tout cas, pendant quelque temps. On n'attendait jamais rien de la part de mon frère. Tous les efforts de mon père allaient vers son premier fils. Je recevais toute son attention. Mais tous les ans, la discipline se renforçait. Et l'échec se payait de plus en plus cher. Un jour, mon père m'a demandé de passer l'aspirateur dans la salle à manger.
J'avais trouvé un petit tournevis. Je l'ai mis dans ma poche. En passant l'aspirateur, il est tombé de mon pantalon. Mon père est venu vérifier l'état de la salle à manger. Il inspectait le sol et tout à coup, il est devenu hystérique. Did you vacuum the whole room? Yes. Really? Parce que, pour lui, comment j'avais pu laisser ce tournevis en plein milieu de la pièce si j'avais passé l'aspirateur correctement? What's this? Huh? Il a enlevé sa ceinture et il a frappé. I told you! Never lie to me! Ever! Il était hors de lui et il frappait. Just don't learn! Please stop. You think I want to do this? This is for your own good! Don't lie to me! Ever! You would get trust me. Go on! Quand mon père me battait, ma mère sortait de la pièce. Elle attendait que ça passe. Il aurait été inutile qu'elle s'interpose. Elle aurait risqué de recevoir des coups. Elle aussi. It's for your own good. Mais à chaque fois que mon père me frappait, après, ma mère venait me réconforter. Elle venait me soigner avec des pansements ou de la glace. Au besoin, elle m'emmenait à l'hôpital. Elle me consolait. Fais ce qu'il te dit. Ne lui réponds pas. Elle me donnait des conseils pour éviter que ça recommence. Be okay. Right? Ma mère était toujours là. En CE2, j'ai échoué à un contrôle d'orthographe. Au lieu de montrer mon devoir à mon père, comme l'école me l'avait demandé, j'étais censé faire signer mon contrôle par mes parents. J'ai changé ma note, ou j'ai imité sa signature, je ne me souviens plus. J'ai rendu le contrôle à l'instituteur. Et quelque temps après, le principal a appelé mon père pour lui expliquer ce qui s'était passé. Il était hors de lui. Non seulement j'avais échoué, mais pire encore, je lui avais caché et je lui avais menti. Et ça méritait une lourde correction. Et il m'a frappé jusqu'à ce que je ne tienne plus debout. J'étais son punching ball. Je me demandais s'il allait s'arrêter. Puis, il a fini par être à bout de souffle et à se fatiguer. Quand ma mère est rentrée, elle m'a mis dans la baignoire qu'elle avait remplie de glaçons pour que les gonflements diminuent. Il faut l'arrêter. Tu ne préférerais pas qu'il soit mort? Think how happy we would be. It's okay. It's gonna be all right, okay?
Because you are strong. Je suis dans une baignoire pleine de glaçons. J'ai mal et je déteste mon père. Et là, elle me dit qu'il faut que je fasse quelque chose, que je ne peux pas continuer à endurer ça. Tu ne préférerais pas qu'il soit mort? Think how happy we would be. J'étais en CE2. Comment j'étais censé le prendre? Je suis là, anesthésié par le froid. Bien sûr qu'à cet instant, j'aurais préféré qu'il soit mort. You can do this. Ce qu'elle m'a dit dans la baignoire a incontestablement changé ma vie. Avant, j'essayais de survivre. Tout simplement survivre. À partir de là, j'ai essayé de changer l'avenir. You'll know what to do. Après la baignoire, on a discuté tous les deux. Eric, come here. Come. Elle m'a demandé comment on pouvait l'arrêter. C'est à ce moment-là que j'ai compris que c'était à moi de le faire, à moi de trouver une solution. Have you thought of anything yet? How to get rid of him? I don't know. On a élaboré plusieurs scénarios. Elle me disait, parmi toutes les façons de le tuer, laquelle est la meilleure? D'accord. Qu'est-ce qu'il te faut pour y arriver? Et ensuite, comment faire pour ne pas aller en prison pour le reste de notre vie? Et comment ne pas nous faire tuer? Parce que si on tente quelque chose et qu'on échoue, s'il survit, il y aura des conséquences qui risquent de nous être fatales. Ce n'est pas sans risque. Il faut penser à comment procéder, quand agir et comment éviter qu'il suspecte quoi que ce soit. Un jour, je me suis dit que je pourrais cacher des feux d'artifice sous le siège de sa voiture, que je pourrais les relier au feu arrière pour les allumer et les déclencher quand il serait à l'intérieur. Le pire, c'est qu'elle n'a pas seulement trouvé l'idée bonne, elle est allée acheter des feux d'artifice. J'aurais pu lui dire que j'avais besoin d'1 kilo de plutonium, elle aurait trouvé un moyen de s'en procurer. Tant que ce n'était pas elle qui appuyait sur la détente, elle était d'accord pour tout. On évoquait de façon très détendue les différentes manières de le tuer. On pouvait parler de mettre de la morora dans ses cachets sur le même ton que si on prévoyait d'aller à la fête foraine pour manger une barbe à papa. Et ce n'est pas arrivé qu'une fois, ça a duré des semaines avant qu'on décide que l'empoisonnement était la meilleure solution. Il fallait juste trouver une substance indétectable. C'est là que les tentatives ont commencé. Eric, I have a plan that I think is really gonna work. Il prenait beaucoup de vitamines. Ma mère avait trouvé des gélules blanches qui ressemblaient à s'y méprendre aux siennes. Elle les remplissait avec un mélange de morora et de Valium.
Un jour, je l'ai surprise, en train de les préparer et de les mettre dans le tube. Une fois qu'elle avait terminé, il y avait quelques heures de nervosité. Est-ce que ça allait marcher ou pas? Est-ce qu'il allait s'en rendre compte? Il se levait en disant qu'il ne se sentait pas bien, qu'il allait vomir. Est-ce qu'il avait compris? Si j'aidais ma mère, c'était parce qu'on m'avait toujours appris qu'il fallait aider sa famille, la protéger, la défendre envers et contre tout. Ma définition de la famille était un peu curieuse parce que mon père n'en faisait pas partie. Au contraire, c'était lui l'ennemi. Combien de fois je l'ai vu mettre du produit dans la nourriture? Ça allait des pommes de terre aux boîtes de thon. Tiens, mets ça sur la table. Apporte ce verre à ton père, mais ne bois pas dedans. Et quand on passait à table, je n'osais toucher à rien de peur que ce soit empoisonné. La purée est bonne, mais c'est quoi ce truc blanc dedans? Elle a tenté de l'empoisonner pendant 7 ou 8 ans. Tentative après tentative. Ça demande énormément de patience et d'organisation. Pourtant, je ne pense pas qu'il se soit douté un instant que ces plats étaient empoisonnés. Il n'aurait jamais imaginé quel est le courage de le tuer. This just isn't working, Eric. Just isn't doing it. À chaque tentative manquée, elle m'encourageait à faire quelque chose de plus radical. You have to find something to end this problem permanently. Grâce au poison, elle pouvait dire qu'elle essayait de son côté. Et ainsi, me reprocher de ne pas faire ma part du travail. Step up, Eric. Quand auras-tu enfin le courage de le tuer? Qu'est-ce qui cloche? You have to do this. You have to do this now. No more stalling. Tu devrais te cacher derrière la porte pour éviter qu'il te voie. Je devais me cacher derrière la porte d'entrée. En arrivant, il allait l'ouvrir. Et au moment où il la refermerait, je l'aurais en ligne de mire. En l'attendant derrière la porte, j'étais terrorisé. Puis il est entré. Mais j'étais pétrifié. Ça n'allait pas marcher. Je l'attendais derrière la porte. J'étais terrorisé. Puis il est entré. Mais j'étais incapable de faire quoi que ce soit. Il était tellement grand et le pistolet si petit. Si je tirais et que je le manquais,
J'avais peur de ça. J'étais littéralement paralysé. Il est entré et il s'est allongé sur le canapé. Moi, j'étais coincé derrière la porte. Au bout d'un moment, je l'ai entendu ronfler. Quand j'ai raconté ce qui s'était passé à ma mère, je lui ai dit que j'avais été incapable de tirer. Elle m'a demandé pourquoi. Je n'en savais rien. Je ne pouvais pas. C'est tout. J'étais pétrifié. Elle m'a rassuré et elle m'a dit que demain était un autre jour. On va y arriver, ensemble. La pression était de plus en plus grande. C'était mon devoir d'intervenir et de les protéger. J'étais le seul à pouvoir changer les choses. Elle en est arrivée à me dire que si je ne faisais rien, elle allait partir et ne reviendrait pas avant qu'il soit mort. Elle allait nous abandonner et on allait se retrouver tout seul avec lui. Le soir où il est mort, elle était sur le point de partir. Et elle a appelé et elle a dit « Je rentre dans 10 à 15 minutes. S'il n'est pas mort quand j'arrive, je m'en vais. » Mon père dormait sur le canapé et j'étais à quelques pas de sa tête. Une partie de moi voulait appuyer sur la détente et en finir. Mais une autre partie de moi avait beaucoup de mal à trouver la force de le faire. Si j'appuyais sur cette détente, tout allait changer. J'ai vu une lumière. C'était les phares de sa voiture. Pour moi, ça ne faisait aucun doute. S'il n'était pas mort à son arrivée, je resterai avec lui pour toujours. Voilà. J'ai appuyé sur la détente. Après avoir tiré, la porte s'est ouverte et ma mère m'a pris le pistolet des mains. You did it. Stay there. Give it to me. Give it to me. Elle s'est approchée de lui pour s'assurer qu'il était mort. Et elle a appelé la police. Elle n'a pas arrêté de parler en attendant que la police arrive. Say it. On a écrit un scénario et on s'y est tenu. J'ai trouvé le pistolet, j'ai trébuché en voulant lui donner. Le coup est parti. On a appelé la police. Terminé. Si je m'en tenais à ça, elle ne risquait rien. Et dans le pire des cas, il m'enverrait en prison pour mineur et j'en sortirais à mes 18 ans parce qu'il ne pourrait pas me garder en tant qu'adulte. Et j'étais prêt à payer ce prix-là pour ma mère et mon frère.
pour qu'ils continuent et qu'ils aient une vie meilleure. Good job, big man. You did it. Les inspecteurs m'ont interrogé. Okay, look, I know this is tough. Look, was your mom home when you shot your dad? Elle a entendu tout ce que j'ai dit. No. She arrived a few moments afterwards. Okay. Je ne savais pas si elle était contente que je l'ai tué. Mais un peu plus tard, dans la soirée, quand les policiers ont dit que ça ressemblait à un accident, je l'ai surprise en train de verser quelque chose dans le verre d'Hélène. What are you doing? Je ne sais plus pourquoi. Elle m'a dit qu'Hélène devait mourir. Listen, Eric. Your father wasn't the only person in this world who deserves a little punishment. Je ne voulais pas savoir ce qu'elle allait me dire. Aucune explication ne pouvait justifier ça. Mon père représentait une réelle menace physique pour nous. Hélène n'aurait jamais pu nous faire de mal. Elle n'allait pas risquer de le faire elle-même. Si je n'étais pas là pour appuyer sur la détente, il ne pourrait rien arriver. Elle ne passerait pas à l'acte. Quand j'ai compris que si je n'étais pas là, tout irait bien, il a simplement fallu que je trouve un moyen de m'en aller. Alors, j'ai décidé de m'engager dans la marine. Je n'ai même pas eu le temps de finir mes classes avant que tout cela me rattrape. J'appelle à la maison. Le temps de dire allô, on me répond qu'il y a eu un accident. What? Your brother and I need your help. Il faut que je rentre. Now? Yes, right away. We need you. Hélène est morte. J'étais parti pour éviter que ça arrive. Mais je n'avais pas envisagé qu'elle demanderait à mon frère de s'en charger. Je ne sais pas ce qu'elle lui a dit exactement, mais elle a dû avoir le même genre de conversation qu'avec moi pour l'encourager à passer à l'acte. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Quand j'ai quitté le camp d'entraînement pour rentrer chez moi, ma mère m'a emmené au sous-sol pour me montrer le congélateur. Il était entouré de chaînes et verrouillé par de gros cadenas. Elle a dû prendre une clé pour l'ouvrir. Elle a enfin ouvert la porte et le congélateur était rempli de sacs poubelles. « 40 sacs de grand-mère. » C'est pas vrai! Elle était complètement folle. This mess is your fault, Eric.
Elle a essayé de me rendre responsable de la situation en disant que si on en était arrivé là, c'est parce que j'avais refusé de le faire. Alors c'était mon frère qui s'y était collé. Qu'est-ce que je pouvais faire à ce moment-là? We're all in this together, Eric. So solve this problem. Je lui ai conseillé de faire comme si tout allait bien et de prétendre qu'Hélène était partie en vacances quelque temps. Il fallait éviter d'attirer l'attention. Je n'avais aucune idée de ce qu'on allait faire du corps. I don't care how you fix it, big man. Just fix it. À cet instant, je n'avais qu'une seule envie, m'enfuir. J'ai préparé mes affaires et je suis parti. Arrivé dans le Tennessee, j'ai senti une odeur désagréable. Il y avait une glacière à l'arrière, avec un sac à l'intérieur qui m'était familier. J'étais en train de transporter un cadavre. Ma mère l'avait mis là, sans même me prévenir. Surprise! Je ne pouvais pas le déposer dans une poubelle, ni l'enterrer. Alors, j'ai décidé de le garder pour éviter que quelqu'un d'autre ne mette la main dessus. Et j'ai continué ma route jusqu'à San Diego. J'étais en train de conduire quand j'ai aperçu des gyrophares au loin. C'était un contrôle de police. Qu'est-ce que j'étais censé faire? What's in the cooler? Not much. All right, well, I'm gonna go take a look. À ce moment-là, j'ai senti que j'étais vraiment coincé. J'étais prêt à me débarrasser de lui pour éviter qu'il découvre tout. Je n'avais plus d'autre choix. Et là, un chauffard nous a dépassés. Ça a détourné son attention. Le policier a abandonné l'idée de vérifier la glacière et il est parti après le chauffard. Ouf. Génial. J'étais sauvé. J'ai repris la route avant qu'il ne revienne. En arrivant à San Diego, j'ai loué un box et j'y ai entreposé la glacière. Ensuite, je suis resté une quinzaine de jours sans nouvelles de ma mère. Alors, j'ai commencé à me dire que les choses allaient rentrer dans l'ordre. Et puis elle a débarqué. We had to come, Eric. You have no idea what's happening at home. They keep asking questions. Where is Elaine? When is she coming back? Your brother is scared out of his mind. Elle ne pouvait plus continuer à dire aux gens qu'Hélène était partie en vacances. Everything is completely falling apart. Un membre de la famille a fini par appeler la police.
Et il est tombé sur le détective qui avait enquêté sur la mort de mon père. Il était du genre têtu. Il a commencé à fouiller. This is on you, Eric. You have to help us. If we go down, you go down. Okay. À ce moment-là, j'étais prêt à quitter la marine et à m'enfuir. Now, Eric, we're leaving now. Go. Ça, c'est moi. Ma mère est derrière. Elle me suit. Elle me parle à l'oreille. Ne leur dis rien. Ne coopère pas. Ne dis rien. Et attends de voir ce qui se passe. Alors j'ai refusé de coopérer. Ils nous ont séparés très rapidement. Mon frère a commencé à parler moins d'1 heure après avoir été arrêté. Je ne peux pas lui en vouloir. Il avait 15 ans et il risquait de passer la moitié de sa vie en prison. Alors, il leur a dit ce qu'ils voulaient entendre. Quant à ma mère, elle a pris le meilleur avocat et elle m'a tout mis sur le dos. Pourtant, je n'envisageais toujours pas d'accepter un accord et de coopérer. Je ne savais pas quoi faire. Quand j'étais enfant, je lui avais promis de nous sortir de là. Je lui avais promis d'en assumer l'entière responsabilité. Alors, 7 ou 8 ans plus tard, quand j'ai dû accepter de rompre cette promesse, ça n'a pas été facile. Ça a certainement été la décision la plus difficile de ma vie. Je ne peux pas dire que c'est à cause de ma mère que j'ai tué mon père. C'était mon choix, c'était ma volonté. Maintenant, à elle d'assumer ses actes. Elle avait cette haine en elle. Et elle voulait leur mort. Oui, c'est elle. C'est ma mère. Je n'ai pas vu de photo d'elle depuis 20 ans. Elle a vieilli. Quand on voit ses yeux, on pourrait croire que c'est juste une vieille dame triste. Mais ce n'est pas le cas. C'est une dangereuse manipulatrice. Le temps passe, mais la haine est toujours là. Elle ne s'est pas repentie. Elle ne se considère pas comme une mauvaise personne. Mais quand on fait le bilan, dans son entourage, ses 2 enfants sont allés en prison. Son mari est mort. Toutes les personnes qui l'ont approché ont été ses victimes. On a tous payé un prix différent. Certains y ont laissé leur vie. Mais on a tous été ses victimes. La sonnerie du téléphone retentit dans la maison comme une déchirure nette, presque violente. Dans une soirée pourtant ordinaire,
Rien ne laissait présager que ce son précis allait marquer la frontière invisible entre un avant et un après. La lumière déclinait doucement à travers les fenêtres, la journée touchait à sa fin. Et l'air était encore chargé de cette tranquillité familière qui accompagne les routines partagées. Le téléphone vibra une seconde fois. Insistant, comme s'il refusait d'être ignoré. Rei Rivera décrocha. Ceux qui étaient présents diront plus tard qu'il a changé à cet instant. Pas de manière spectaculaire, pas comme dans les films. Rien d'aussi évident, c'était plus subtil. Une tension dans les épaules, un silence un peu trop long avant de répondre. Puis quelques mots rapides. Pids, murmurés. Comme s'il ne voulait pas être entendu. Quand l'appel se termina, il resta immobile un court instant, le téléphone toujours à la main. Les yeux fixés dans le vide, quelque chose venait de se produire. Quelque chose qu'il n'expliqua pas, il sourit pourtant. Un sourire bref, mécanique. Destiné à rassurer, il dit qu'il devait sortir. Que ce serait rapide, une affaire de travail. Rien d'important, il attrapa ses clés avec une hâte inhabituelle. Comme si rester une seconde de plus devenait insupportable, la porte se referma derrière lui avec un bruit sec. Définitif, que personne ne remarqua vraiment sur le moment. C'est souvent ainsi que commencent les histoires, que l'on ne comprend que trop tard, pas par un cri, ni par une scène dramatique, mais par un geste banal. Une explication vague, une absence de question. Il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Ray était connu pour son énergie, pour cette façon qu'il avait de se lancer dans de nouveaux projets, avec une passion presque naïve. Il écrivait, rêvait, parlait d'avenir. Il avait des idées plein la tête, des scénarios à finir. Des plans qu'il dessinait avec enthousiasme. Sa vie n'avait rien de fragile. Elle semblait pleine, dense, ancrée dans le présent et tournée vers demain. Pourtant, ces soirs-là, quelque chose le pressait. La voiture démarra. Les phares découpèrent brièvement la rue avant de disparaître au coin. La maison retrouva son calme, mais ce calme était trompeur. Il s'agissait d'un silence provisoire, de ceux qui précèdent les absences prolongées. Les heures passèrent, d'abord sans inquiétude, puis avec cette sensation diffuse, difficile à définir, que quelque chose clochait. Le téléphone resta muet. Aucun message, aucun appel. La nuit s'installa complètement, lourde, opaque, et quand le matin arriva sans lui, l'ordinaire céda la place à une angoisse plus tangible, plus viscérale. Les premières recherches furent désordonnées, presque maladroites. Appels aux amis, aux collègues. Au lieu qu'il fréquentait habituellement, personne ne l'avait vu. Personne ne savait, son nom glissait d'une conversation à l'autre, laissant derrière lui une traînée d'incompréhension. Ray n'était pas du genre à disparaître. Il prévenait toujours, il expliquait. Il partageait. Cette absence n'était pas seulement inquiétante. Elle était incohérente, très vite. Les questions se multiplièrent. Pourquoi ce départ précipité? Pourquoi ce silence? Et surtout, pourquoi ce malaise persistant chez ceux qui tentaient de reconstituer les dernières heures? Chaque détail prenait soudain une importance démesurée. Le ton de sa voix au téléphone, la manière dont il avait attrapé ses clés. Ce regard, ce court instant de vide avant qu'il ne sourit. Les jours suivants furent marqués par une attente nerveuse, par cette impression étrange que le temps s'étirait inutilement. Les recherches s'intensifièrent. Des affiches furent distribuées. Son visage souriant apparut sur des feuilles collées à la hâte, sur des écrans. Dans des messages partagés avec l'espoir fragile que quelqu'un, quelque part, reconnaîtrait ce regard. Mais plus le temps passait,
plus l'absence devenait pesante, presque physique. Puis vint la découverte. Le corps fut retrouvé dans un endroit qui, à lui seul, semblait refuser toute logique. Un lieu élégant, ancien, presque majestueux, au cœur de la ville. Un hôtel dont l'architecture racontait une autre époque, avec ses lignes imposantes, ses balcons, ses hauteurs vertigineuses. Rien, absolument rien, ne préparait à l'idée que Ray se trouvait là. On parla d'abord d'une chute, d'un accident, puis, très vite, le mot se glissa dans les conversations. Froid, tranchant. Suicide, une explication simple, presque confortable dans sa brutalité, parce qu'elle permettait de fermer la porte aux questions trop complexes. Mais ceux qui connaissaient Ray eurent immédiatement du mal à accepter cette version. Elle ne correspondait pas à l'homme qu'ils avaient connu. Elle ne collait pas avec ses projets, ses rêves. Son énergie récente, le plus troublant, cependant, ne résidait pas seulement dans l'endroit où il avait été retrouvé, mais dans la manière dont les faits semblaient refuser de s'assembler. La scène ne racontait pas une histoire claire. Elle murmurait plutôt une série de contradictions, comme un puzzle auquel il manquerait des pièces essentielles. Au fil des heures, des détails commencèrent à émerger, chacun ajoutant une couche supplémentaire d'inconfort, la distance, la hauteur, l'absence de témoins. Tout semblait à la fois trop net et trop flou. Le corps était là, indéniablement, mais le chemin qui y menait restait invisible. Ce qui frappait le plus ceux qui tentèrent de comprendre, c'était cette sensation persistante que Ray avait été happé par quelque chose de plus grand que lui. Comme s'il avait répondu à un appel qui dépassait largement une simple urgence professionnelle, comme si ce dernier coup de téléphone avait ouvert une porte qu'il n'aurait jamais dû franchir. Dans les jours qui suivirent, la ville continua de vivre. Indifférente, les passants marchaient près de l'hôtel sans lever les yeux. Les voitures passaient, les conversations se poursuivaient. Les routines reprenaient à leur place, mais pour ceux qui cherchaient des réponses, chaque détail du décor devenait menaçant. Les façades semblaient cacher des secrets. Les fenêtres observaient en silence. Il y avait aussi ce sentiment étrange, presque coupable, de ne pas avoir su voir, de ne pas avoir posé les bonnes questions à temps, le départ précipité de Ray, ses sourires forcés, cette explication vague. Autant de signaux qui, rétrospectivement, prenaient une dimension tragique. On se demandait ce qui se serait passé si quelqu'un l'avait retenu. Ne serait-ce qu'une minute de plus, mais le temps ne se réécrit pas. Il laisse seulement derrière lui des traces imparfaites, des souvenirs fragmentés et des zones d'ombre qui résistent à toute tentative d'éclairage, ce qui rendait cette histoire si dérangeante. Dès le début, ce n'était pas seulement la mort d'un homme, mais la sensation qu'elle n'était pas censée se produire ainsi, que quelque chose avait déraillé. Silencieusement, sans témoin direct, sans éclat, comme une mécanique invisible qui aurait continué à fonctionner malgré l'erreur. Et au cœur de cette mécanique, il y avait ce dernier appel. Quelques secondes de conversation dont personne ne connaissait le contenu exact, mais qui semblait en contenir toute la clé du mystère. Qui avait appelé Ray Rivera? Que lui avait-on dit? Était-ce une invitation, une urgence, une promesse ou une menace déguisée? Les réponses, à ce stade, n'existaient pas encore. Il n'y avait que des suppositions, des hypothèses fragiles et cette certitude grandissante que l'histoire ne faisait que commencer. Le corps avait été retrouvé, Miles Ray. En tant qu'homme, en tant qu'individu avec une histoire et une voix, commençait déjà à disparaître derrière les rapports, les procédures et les mots trop simples. Ce soir-là, quand le téléphone avait sonné,
Personne n'aurait pu imaginer que ce geste banal allait déclencher une série d'événements dont les répercussions se feraient sentir des années plus tard. Personne n'aurait pu deviner que ce départ précipité deviendrait le point de départ d'une des affaires les plus troublantes, les plus inconfortables et les plus dérangeantes de ces dernières décennies. Et tandis que les questions s'accumulaient, une chose devenait lentement évidente. Ce qui était arrivé à Ray Rivera ne se résumait pas à une chute, c'était une fracture. Une rupture nette dans le récit logique des choses, une absence qui refusait de se refermer. La porte s'était refermée derrière lui ce soir-là, et depuis, elle n'avait jamais cessé de grincer. Il y a des lieux qui imposent le silence avant même que l'on y pénètre. Des bâtiments dont la simple présence semble absorber le bruit, ralentir les pas, forcer le regard à se lever. L'hôtel se dressait ainsi au cœur de la ville. Massif, ancien. Presque hors du temps, sa façade racontait une histoire qui n'avait rien à voir avec celle que l'on s'apprêtait à lui associer. Un lieu de passage, de soirées élégantes autrefois. De vies entremêlées puis oubliées, rien qui évoquait la fin brutale d'un homme. Pourtant, c'est là que tout convergeait désormais. Quand le nom de Ray Rivera fut associé à cet hôtel, quelque chose se brisa dans la logique de ceux qui tentaient de comprendre. Il n'y avait aucun lien évident, aucun rendez-vous connu. Aucun séjour réservé. L'endroit ne faisait pas partie de ses habitudes. Il surgissait dans l'histoire comme un décor imposé de force, une pièce rapportée qui ne s'emboîtait pas. L'hôtel dominait les rues alentours. De là-haut, la ville semblait plus petite, plus docile. Les fenêtres offraient des angles vertigineux, les toits dessinaient des lignes irrégulières. Et l'air semblait différent, plus dense. Plus lourd, ce n'était pas un lieu neutre. Il exerçait une forme de pression silencieuse sur ceux qui s'en approchaient, comme si ces murs retenaient quelque chose. Lorsque l'on parla d'une chute, beaucoup imaginèrent immédiatement une scène simple, presque évidente, un homme au sommet. Un pas du trop, les vides. Une explication rapide, presque rassurante dans sa brutalité. Mais dès que l'on commença à regarder de plus près, cette version se mit à vaciller. La hauteur d'abord, elle était considérable. Bien plus que ce que l'on imagine en levant simplement les yeux depuis la rue. Ensuite, la distance. Le point où le corps avait été retrouvé ne correspondait pas à une chute verticale classique. Il était trop éloigné, trop décalé. Comme si le corps avait été projeté ou déplacé. Ou comme s'il avait défié, un instant, les lois les plus élémentaires de la physique. Ce genre de détails, pris isolément, peuvent sembler anecdotiques, mais ensemble, ils dessinaient une anomalie. Une incohérence suffisamment forte pour provoquer un malaise immédiat chez ceux qui s'attardaient sur la scène. Il y avait un trou sur le toit. Un trou net, presque propre, qui semblait indiquer un impact violent, mais ce trou ne racontait pas toute l'histoire. Il posait plus de questions qu'il n'en résolvait. Personne n'avait vu Ray entrer dans l'hôtel. Personne ne l'avait vu monter. Personne ne l'avait vu sur le toit. Dans un bâtiment aussi fréquenté, aussi central. Cette absence de témoins semblait déjà étrange, mais ce n'était que le début. Plus on examinait l'endroit, plus le doute s'installait. Le toit n'était pas facilement accessible. Il fallait connaître les lieux. Ou du moins, savoir où aller. Ce n'était pas un espace ouvert au public. Pas un endroit où l'on se retrouvait par hasard, porté par une impulsion soudaine. L'idée d'un geste spontané, irréfléchi, commençait à perdre de sa crédibilité. Et puis il y avait l'environnement immédiat. Les rebords, les angles, les obstacles potentiels, tout semblait conspirer contre l'hypothèse simple d'un saut pour atteindre le point exact où le corps avait été retrouvé. Il aurait fallu un élan précis.
presque calculée, une trajectoire improbable. Rien qui corresponde à un moment de désespoir confus ou de perte de contrôle. Ce constat ne produisit pas immédiatement de révolte ou de scandale. Il engendra quelque chose de plus insidieux, un inconfort diffus. Une gêne intellectuelle, cette sensation désagréable que l'on ressent lorsque la version officielle s'installe trop vite, avant même que les questions n'aient eu le temps de naître. À mesure que les informations filtraient, l'hôtel cessait d'être un simple décor. Il devenait un acteur silencieux de l'histoire. Chaque étage, chaque couloir, chaque accès possible était scruté, imaginé, reconstruit mentalement. Les hypothèses se multipliaient, sans jamais s'accorder parfaitement. Certains parlaient d'une errance nocturne. D'autres évoquaient une confusion mentale, mais ces explications semblaient implaquées. Artificielles, elles tentaient de combler un vide sans réellement s'y confronter. Le bâtiment, Louis, restait muet. Il n'offrait aucune réponse claire. Seulement des ombres et des angles morts, ce qui troublait profondément ceux qui connaissaient Ray. C'était l'écart entre l'homme et le lieu. Il n'y avait rien. Dans sa personnalité récente, dans ses projets, dans son comportement, qui le reliait naturellement à cet endroit. L'hôtel ne faisait pas partie de son récit, et pourtant, il en devenait soudain le centre, à l'extérieur. La ville continuait de respirer, inconsciente du drame silencieux qui se jouait à l'intérieur de ce bâtiment. Les passants passèrent devant l'entrée sans lever les yeux. Les taxis s'arrêtaient. Répartèrent, le quotidien poursuivait sa trajectoire indifférente. Cette normalité renforçait le sentiment d'irréalité à l'intérieur. En revanche, tout semblait figé. Chaque détail prenait une importance excessive. La position exacte du corps, la structure du toit, les distances mesurées, remesurées, comparées. Rien ne s'alignait parfaitement, et lorsque rien ne s'aligne, l'esprit humain cherche une issue, parfois, au détriment de la vérité. C'est ainsi que l'idée du suicide s'imposa progressivement, non pas parce qu'elle expliquait tout, mais parce qu'elle permettait de clore le dossier. Elle offrait une fin, une conclusion administrative, une manière de ranger l'affaire dans une catégorie connue, maîtrisée, presque confortable. Mais cette conclusion laissait derrière elle un goût amer. Elle ne dissipait pas les zones d'ombre. Elle les recouvrait simplement d'un vernis officiel. Et sous ce vernis, les questions continuaient de fermenter. Pourquoi cet hôtel? Pourquoi ce toit? Pourquoi cette trajectoire improbable? Pourquoi l'absence totale de témoins dans un lieu aussi exposé? Chaque pourquoi s'ajoutait au précédent, formant une chaîne de doutes de plus en plus difficile à ignorer. Pour ceux qui observaient la scène avec un regard extérieur, l'histoire commençait à prendre une tournure presque abstraite. On parlait de maître, d'angle, de probabilité. Mais pour ceux qui étaient émotionnellement impliqués, l'hôtel devenait un symbole. Celui d'un endroit où la logique s'était dissoute, où la réalité semblait avoir glissé hors de son cadre habituel. Ce n'était plus seulement la question de savoir comment Ray était mort, c'était la question de savoir comment il avait pu se retrouver là, dans ce lieu précis, à ce moment précis, sans que personne ne semble capable de retracer le chemin qui l'y avait conduit. L'hôtel continuait de se dresser. Impassible, témoin muet d'une histoire qu'il ne raconterait jamais. Ses murs ne portaient aucune inscription, aucun aveu. Ils se contentaient d'exister, massifs, indifférents, comme s'ils savaient que, tôt ou tard, les versions humaines finiraient par se contredire d'elles-mêmes. Et plus les jours passaient, plus une certitude étrange s'installait. Ce bâtiment n'était pas seulement le lieu où le corps avait été retrouvé, il était le point de rupture. L'endroit où la réalité avait cessé d'être simple, où les explications rapides avaient commencé à se fissurer.
La chute, si chute, il y avait eu. Ne racontez pas toute l'histoire, elle n'en était peut-être même pas le cœur. Elle ressemblait davantage à une conséquence qu'à une cause, un événement final. Visible, brutal, mais déconnecté de ce qui l'avait précédé. En observant l'autel, en levant les yeux vers ses hauteurs, une pensée revenait sans cesse. Insistante, presque obsédante. Pour comprendre ce qui était arrivé à Ray Rivera, il ne suffisait pas de regarder vers le bas. Il fallait comprendre ce qui l'avait conduit à monter. Le corps fut découvert à un endroit où l'on ne cherchait plus vraiment. Après des jours d'errance, d'appels sans réponse et de pistes qui s'épuisaient les unes après les autres, l'espoir s'était déplacé vers des zones floues, presque abstraites. On ne savait plus exactement ce que l'on espérait trouver, un signe de vie, une erreur, ou simplement quelque chose qui permettrait de mettre un mot définitif sur l'absence. Lorsque la nouvelle arriva, elle ne provoqua pas immédiatement de cris ni de scènes spectaculaires. Elle s'imposa avec une lourdeur sourde, comme un poids que l'on dépose sur la poitrine sans prévenir. Le corps de Ray Rivera était là, et pourtant, d'une certaine manière, il ne l'était pas vraiment. Il reposait dans un espace étroit, encaissé, presque caché, un endroit que l'on pouvait longer sans y prêter attention. Tant il semblait appartenir à la structure même du bâtiment, rien ne signalait immédiatement la violence de ce qui s'était produit. Pas de sang visible depuis l'extérieur, pas de scène chaotique. Seulement une présence incongrue, un corps humain, là où il n'aurait jamais dû se trouver. Les premiers regards portés sur lui furent hésitants, comme si ceux qui s'en approchaient craignaient que la réalité se dérobe à nouveau. Il était bien là, pourtant, allongé, immobile. Silencieux, la confirmation brutale d'une disparition qui cessait d'être abstraite pour devenir irréversible. Mais très vite, quelque chose dérangea. Pas une horreur évidente, pas un détail grotesque. Non, c'était plus subtil, plus pernicieux, une impression générale que le corps ne racontait pas l'histoire attendue. Il ne parlait pas comme on l'aurait imaginé après une chute de cette hauteur, les blessures étaient là. Indéniables, mais elles semblaient étayées, semblaient étrangement désordonnées. Presque incohérentes dans leur répartition. Les os brisés confirmaient un impact violent. Mais certaines zones semblaient en épargnées d'une manière troublante. Les visages, notamment, ne portaient pas les marques que l'on associe instinctivement à un choc brutal contre une surface dure. Cette absence devenait en soi un élément perturbant. On attendait un chaos total. Une destruction évidente. On découvrait une violence plus contenue. Plus ambiguë, à côté du corps, presque disposée, avec une précision dérangeante, se trouvait en ses effets personnels. Son téléphone, ses lunettes, intacts, à peine marqués, comme s'ils avaient été déposés là avec soin, ou comme s'ils avaient défié. Eux aussi, la logique. Dans l'imaginaire collectif, une chute de cette ampleur ne laisse rien indemne. Tout devrait être fracassé, pulvérisé, rendu méconnaissable. Et pourtant, ces objets semblaient avoir traversé l'événement sans subir le sort attendu. Cette contradiction devint rapidement impossible à ignorer. Le corps semblait avoir vécu quelque chose que les objets n'avaient pas subi, ou peut-être l'inverse. Dans tous les cas, l'ensemble refusait de s'assembler de manière cohérente. Chaque tentative d'explication simple se heurtait à un détail récalcitrant, à une anomalie qui refusait de se taire. Autour de la scène, les professionnels faisaient leur travail. Mesures, photos, notes, gestes précis. Méthodique, mais même dans cette rigueur apparente. Une tension était perceptible, comme si chacun sentait, sans forcément le formuler, que quelque chose clochait. Le corps était là, oui. Mais il ne suffisait pas à refermer l'histoire, il l'ouvrait davantage.
À mesure que l'examen se poursuivait, les incohérences s'accumulaient. La position exacte du corps, l'angle supposé de l'impact, les trajectoires envisagées, rien ne s'alignait parfaitement. Chaque scénario nécessitait une série d'hypothèses supplémentaires, de petites concessions à l'irrationnel. On commençait à parler de probabilité, de cas rares, d'exception, autant du mot acquis. Sans le dire explicitement, reconnaissait l'imperfection des explications proposées. Pour ceux qui attendaient des réponses claires, ce fut un choc d'un autre genre. On avait enfin retrouvé Ray, mais on ne savait toujours pas ce qui lui était arrivé. La présence de son corps, loin d'apaiser les esprits, intensifiait le malaise. Elle rendait le mystère plus concret, plus lourd, presque oppressant. Les proches furent confrontés à une vision qu'aucun mot ne pouvait préparer. Ce n'était pas seulement la douleur de la perte, c'était l'incompréhension profonde face à une scène qui refusait de correspondre à l'homme qu'ils avaient inconnu. Ray n'était pas un inconnu retrouvé dans un lieu improbable. C'était un mari, un ami, un fils, et ce corps, aussi réel soit-il, semblait appartenir à une autre histoire que la leur. Très vite, la narration officielle commença à se former, presque par nécessité, face à l'absence de témoins. Face aux incohérences, il fallait une ligne directrice, une explication capable de tenir, au moins administrativement. Le mot suicide revint, encore et encore. Il avait une efficacité redoutable, il clôturait les questions trop complexes. Il transformait l'incompréhensible en décision personnelle, il déplaçait le mystère vers l'intérieur de l'homme, là où il devenait difficile, voire indécent, d'insister, mais ce mot, pour beaucoup, sonna faux. Non pas par déni, mais parce qu'il ne répondait pas aux éléments tangibles. Il ne disait rien des lunettes intactes, rien du téléphone, rien de la trajectoire improbable. Il expliquait la fin sans expliquer le chemin. Le corps, lui, restait silencieux. Il ne confirmait rien. Il ne contredisait pas frontalement non plus. Il se contentait d'exister, de rappeler sans cesse que la réalité est parfois plus opaque que les récits que l'on tente de lui imposer. Chaque blessure, chaque absence de blessure, devenait un point d'interrogation gravé dans la chair. À mesure que les jours passaient, l'attention médiatique se déplaçait lentement. L'événement cessait d'être une urgence pour devenir un dossier, un cas parmi d'autres. Mais pour ceux qui regardaient de près, le corps de Ray continuait de poser problème. Il refusait de se laisser enfermer dans une explication unique, définitive. Il y avait aussi cette impression troublante que quelque chose avait été manqué, non pas volontairement, mais par précipitation, comme si l'on avait voulu aller trop vite vers une conclusion rassurante. Sans accepter le temps nécessaire à la compréhension, le corps avait été trouvé. Oui, mais avait-il été vraiment écouté? Dans les discussions privées, les hypothèses se faisaient plus audacieuses, plus sombres. On parlait de mise en scène, de déplacement, de chute provoquée. Des idées que l'on n'osait pas formuler officiellement, tant elles semblaient lourdes de conséquences. Pourtant, elles circulaient, souterraines, alimentées par chaque détail inexplicable. Ce qui rendait la situation encore plus dérangeante, c'était le contraste entre la violence supposée de l'événement et la relative propreté de la scène. Rien ne criait l'horreur, rien ne hurlait l'accident. Tout semblait figé dans une neutralité inquiétante, comme si la mort avait eu lieu ailleurs. Ou autrement, le corps devenait alors un symbole, celui d'une vérité partielle, d'un fragment visible d'une histoire beaucoup plus vaste et beaucoup plus obscure. Il était la preuve que quelque chose s'était produit, mais pas la preuve de la manière dont cela s'était produit. Et plus le temps passait, plus une idée s'imposait. Lentement, douloureusement.
retrouver un corps ne signifie pas toujours retrouver la vérité. Parfois, cela ne fait que déplacer le mystère, le rendre plus dense, plus difficile à ignorer. Rey Rivera avait disparu. On l'avait retrouvé, mais entre ces deux points, il y avait un vide que ni les rapports, ni les hypothèses, ni les mots simples ne parvenaient à combler. Le corps était là, immobile, silencieux. Et pourtant, il continuait de poser des questions. Des questions que personne, à ce stade, ne semblait prêt à affronter pleinement. Le papier était plié avec soin, comme si l'on avait voulu qu'il tienne dans un espace précis, discret. Presque secret, il ne se trouvait pas là où l'on aurait naturellement cherché une explication. Pas sur un bureau, pas en évidence. Il était caché, scotché derrière l'ordinateur, comme une pensée que l'on n'ose pas laisser à l'air libre. Quand on le découvrit, ce ne fut pas avec le soulagement de ceux qui espèrent enfin comprendre, mais avec une appréhension sourde. Certains objets portent en eux une promesse trop lourde. Celui-ci semblait murmurer qu'il ne ferait qu'aggraver le trouble. La note appartenait à Rey Rivera, ou du moins, c'est ce que l'on affirma immédiatement. L'écriture lui ressemblait. Les mots étaient les siens, mais le sens, lui, se dérobait. À première vue, le texte n'avait rien d'un message d'adieu classique. Pas de regrets clairement formulés, pas de remerciements appuyés, pas d'excuses, rien qui ressemble à ce que l'on attend, presque inconsciemment, d'une dernière parole. Au lieu de cela, il y avait une accumulation étrange de phrases, de références, de noms propres, des films, des concepts, des entreprises, des fragments de pensée qui semblaient flotter sans point d'ancrage évident. La lecture provoquait une sensation inconfortable, comme si l'on pénétrait dans l'esprit de quelqu'un sans y être invité. Chaque ligne donnait l'impression d'être incomplète, ou peut-être volontairement codée. Les mots semblaient un saumon se répondre sans se rejoindre. On passait d'une idée à une autre sans transition claire, comme dans un rêve trop lucide pour être innocent. Très vite, deux interprétations s'affrontèrent. La première, la plus simple, parlait de délire. Une dérive mentale, une confusion progressive qui aurait culminé dans un acte irrémédiable. Cette version avait l'avantage d'expliquer sans trop expliquer, elle transformait la complexité du texte en symptôme. Et le mystère en conséquence, elle permettait, encore une fois, de refermer la porte. La seconde interprétation était plus dérangeante. Elle suggérait que le texte n'était pas incohérent, mais scripté, que Rey écrivait pour quelqu'un, ou contre quelqu'un, que les références n'étaient pas choisies au hasard, mais faisaient partie d'un langage partagé, d'un code implicite. Dans cette lecture, la note cessait d'être un simple document personnel pour devenir un message à plusieurs niveaux. Ce qui frappait le plus, c'était l'absence totale de peur dans les mots. Aucune panique apparente, aucun appel à l'aide. Le ton était presque posé, parfois même assuré. Comme si l'auteur écrivait depuis un endroit où la peur n'avait plus prise. Cette sérénité apparente entrait en contradiction directe avec l'idée d'un geste désespéré et impulsif. À mesure que la note était analysée, disséquée, commentée, elle gagnait en pouvoir. Chaque personne y projetait ses propres hypothèses, ses propres inquiétudes. Certains y voyaient une fascination pour des sociétés secrètes, des cercles fermés, des structures de pouvoir invisibles. D'autres y lisaient simplement l'esprit créatif d'un homme passionné de récits complexes, incapable de compartimenter totalement sa fiction et sa réalité. Mais une question persistait. Obstiné, pourquoi cacher ce texte? S'il s'agissait d'un simple exercice d'écriture, pourquoi le dissimuler avec autant de précaution? Et s'il s'agissait d'un message important, pourquoi le rendre si difficile à comprendre?
Le geste même de cacher la note semblait indiquer une intention, pas nécessairement malveillante. Mais consciente, le malaise s'intensifia lorsqu'on réalisa que la note avait été imprimée en très petits caractères, comme pour contenir le maximum d'informations sur le minimum d'espace, un choix étrange. Presque obsessionnel, rien n'avait été laissé au hasard. Chaque ligne semblait calculée, compressée, contrôlée. Ce souci du détail contrastait violemment avec l'idée d'un esprit en plein chaos. Dans les discussions privées, la note devenait un point de fracture. Ceux qui acceptaient la version officielle y voyaient la preuve d'une instabilité mentale. Ceux qui doutaient y trouvaient. Au contraire, la confirmation que Ray était plongé dans quelque chose de plus vaste, du plus opaque, un univers de références et de symboles qui échappaient aux grilles de lecture habituelles. Ce qui rendait la situation encore plus troublante, c'était l'absence de contexte clair. Personne ne pouvait dire avec certitude quand la note avait été écrite. Était-ce récemment? Des semaines auparavant? Était-ce lié directement à sa disparition? Ou s'agissait-il d'un document ancien, réinterprété à la lumière des événements? Chaque hypothèse ouvrait un nouveau champ de doute. Plus le texte était relu, plus il semblait résister à toute tentative de simplification. Il ne se livrait pas. Il n'offrait pas de clé évidente. Il restait là, figé sur le papier, comme une énigme volontairement laissée incomplète. Et cette résistance même alimentait les soupçons pour les proches. La note était une blessure supplémentaire. Elle introduisait une distance nouvelle entre l'homme qu'il pensait connaître et celui qui se révélait à travers ces lignes obscures. Elle suggérait une vie intérieure plus complexe, peut-être plus tourmentée, qu'il n'avait jamais pleinement perçue, et cette prise de conscience était douloureuse. À l'extérieur, la note commençait à circuler. Elle devenait un objet de fascination, on en parlait. On la commentait, on l'extrayait de son contexte humain pour la transformer en curiosité. Mais à force d'être regardée comme une pièce à conviction abstraite, elle perdait quelque chose d'essentiel. Sa dimension profondément intime. Ce texte n'était pas seulement une énigme. C'était une trace, la trace d'un esprit en mouvement. D'une pensée qui cherchait peut-être à se structurer, à se protéger, ou à laisser une empreinte, la réduire à un symptôme, revenait à nier la complexité de celui qui l'avait écrite. Et pourtant, malgré toutes les analyses, malgré les débats, une chose restait claire. La note n'expliquait pas la mort, elle ne racontait ni la chute, ni les lieux, ni la trajectoire. Elle ne faisait que déplacer le centre de gravité de l'affaire, au lieu de regarder uniquement le corps. On commençait à scruter l'esprit, au lieu de chercher des preuves matérielles. On s'enfonçait dans des interprétations. Ce glissement était dangereux. Il offrait une échappatoire commode à ceux qui préférant éviter les zones trop concrètes, trop compromettantes. Car tant que le mystère restait enfermé dans la tête de Ray, il ne menaçait personne d'autre. Mais pour ceux qui doutaient, la note avait un autre effet. Elle renforçait la sensation que Ray n'était pas simplement victime d'un effondrement intérieur. Elle suggérait qu'il évoluait dans un environnement où certaines choses ne pouvaient pas être dites ouvertement, où les mots devaient être déguisés, fragmentés, cachés, ainsi. Au lieu de refermer l'histoire, la note l'élargissait. Elle ajoutait une couche supplémentaire d'opacité. Elle transformait la disparition physique en disparition symbolique. Ray Rivera cessait d'être seulement un homme mort dans des circonstances étranges. Il devenait un homme dont les pensées finales échappaient à toute tentative de capture. Et dans ce flou grandissant, une inquiétude nouvelle prenait forme. Si même ces mots refusaient de livrer leur sens, que restait-il à découvrir? Il y a toujours, dans ce type d'histoire, une figure autour de laquelle le silence se resserre.
quelqu'un qui se tient juste à la périphérie du drame, suffisamment proche pour être incontournable, suffisamment distant pour rester hors d'atteinte. Dans le cas de Ray Rivera, cette figure apparut presque naturellement. Sans être désignée explicitement, elle se dessina dans les non-dits, dans les absences de réponse, dans cette étrange manière qu'avaient certains noms de revenir sans jamais s'accompagner d'explications. Cet homme faisait partie de la vie de Ray depuis longtemps, une relation ancienne, bâtie sur la confiance, l'admiration et une forme de loyauté presque fraternelle. Il avait ouvert des portes, il avait offert des opportunités, il incarnait une réussite à laquelle Ray aspirait, sans jamais la jalouser, aux yeux de beaucoup. Leur lien semblait solide, presque exemplaire. C'est précisément pour cette raison que son comportement, après la disparition, provoqua un malaise immédiat. Au début, rien ne paraissait suspect. Il y eut des mots de circonstance, des expressions de tristesse mesurée, une présence discrète. Puis, très vite, quelque chose changea. Les appels restèrent sans réponse. Les questions furent accueillies avec une politesse distante, presque froide. Et lorsqu'on insista, lorsqu'on tenta de comprendre ce dernier appel téléphonique, la porte se referma brusquement. Ce ne fut pas un refus brutal, ni une confrontation ouverte. Ce fut plus subtil, plus glaçant, une décision silencieuse. Des avocats, des communiqués prudents. Une frontière invisible dressée entre lui et le reste du monde, là où l'on attendait de la transparence. On trouva une opacité méthodique, ce silence ne criait pas la culpabilité. Il murmurait autre chose, de plus troublant. Une volonté de se protéger, de préserver quelque chose. Peut-être une réputation, peut-être un système. Peut-être simplement un ordre établi qui ne devait pas être perturbé par trop de questions, pour ceux qui cherchaient des réponses. Cette attitude fut vécue comme une trahison, non seulement envers Ray, mais envers l'idée même de vérité, car s'il y avait bien une personne capable d'éclairer les dernières heures de sa vie, c'était lui, et pourtant, il choisissait de ne rien dire, ou plutôt, de dire juste assez pour ne rien révéler. Les spéculations commencèrent alors à circuler. D'abord à voix basse, puis avec une insistance croissante. Que s'était-il dit lors de cet appel? Était-ce une simple demande anodine? Ou quelque chose de plus pressant, de plus grave? Avait-on demandé à Ray de se rendre quelque part, de voir quelqu'un, de régler un problème? Ou avait-il été mis face à une information qu'il n'aurait jamais dû recevoir? Chaque hypothèse semblait plausible, précisément parce qu'aucune n'était confirmée. Le silence devenait un terrain fertile pour l'imagination, et plus ce silence durait, plus il prenait de poids, il cessait d'être une absence pour devenir une présence oppressante, presque tangible. Dans ce contexte, le contraste était frappant. D'un côté, une famille plongée dans l'incertitude, cherchant désespérément à comprendre. De l'autre, une figure puissante, protégée, entourée de conseillers juridiques qui se retranchaient derrière des procédures. L'asymétrie était violente. Elle donnait l'impression que la vérité n'était pas seulement difficile à atteindre, mais activement tenue à distance. Ce qui troublait le plus, ce n'était pas tant ce qui était dit que ce qui ne l'était pas. Aucun souvenir partagé, aucun détail anodin sur l'état d'esprit de Ray ce jour-là. Rien sur le contenu de leurs échanges récents, comme si toute une partie de la vie de Ray avait été effacée d'un geste. Hindu inaccessible. Ce silence avait aussi un effet corrosif sur le récit officiel. Il le fragilisait, car si la disparition de Ray était le fruit d'un acte purement personnel, d'un effondrement intérieur, alors pourquoi tant de précautions? Pourquoi cette distance calculée? Pourquoi ce besoin immédiat de se protéger légalement?
plutôt que d'aider humainement. À mesure que le temps passait, l'image de cette amie cessait d'être neutre. Elle se chargeait d'une ambiguïté inquiétante. Non pas parce qu'il était nécessairement responsable de quoi que ce soit, mais parce qu'il semblait détenir une pièce essentielle du puzzle et refuser de la poser sur la table. Pour ceux qui doutaient, ce comportement renforçait une intuition déjà présente. L'histoire de Ray dépassait largement le cadre intime. Elle touchait à des sphères où la transparence n'était pas la norme, où certaines vérités étaient négociables, modulables, étouffables, et Ray, volontairement ou non, aurait pu se retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment, avec les mauvaises informations. Ce qui rendait la situation encore plus dérangeante, c'était l'absence totale de conflit apparent avant la disparition. Rien n'indiquait une rupture, une dispute, une tension ouverte. Tout semblait normal, trop normal. Comme si la fracture s'était produite en silence, sans laisser de traces visibles. Dans les jours qui suivirent, ce silence eut un autre effet. Plus intime, il isola ceux qui continuaient à poser des questions. Les proches de Ray se retrouvèrent seuls face à leurs doutes, confrontés à une réalité où la coopération semblait conditionnelle, sélective. On leur faisait comprendre, sans le dire explicitement, que certaines portes resteraient fermées. Cette solitude renforça l'obsession. Chaque détail prenait une importance démesurée. Chaque mot prononcé ou évité était scruté, analysé, interprété. Le moindre geste devenait suspect. Non pas par excès de méfiance, mais par manque d'alternative. À force de se heurter à ce mur invisible, une prise de conscience douloureuse s'imposa. Il était possible que la vérité ne soit jamais pleinement accessible, non pas parce qu'elle était trop complexe, mais parce qu'elle impliquait des personnes ou des structures pour lesquelles le silence était une stratégie, non une faiblesse. Ainsi, l'ami devint malgré lui un symbole. Celui de tout ce qui échappe, de tout ce qui se dérobe derrière des façades respectables. Il incarnait cette zone grise où la loyauté personnelle entre en conflit avec des intérêts plus vastes, plus abstraits, mais infiniment plus puissants. Et pendant que les regards se tournaient vers lui, Ray s'éloignait un peu plus, son histoire se fragmentait, se diluait dans des procédures, des déclarations prudentes, des silences calculés. L'homme disparaissait derrière le cas, la vie derrière le dossier. Ce silence n'apportait aucune réponse. Il ne faisait que poser une question plus dérangeante encore dans cette affaire. Qui avait réellement intérêt à ce que l'on cesse de chercher. À ce stade, il devenait clair que comprendre la disparition de Ray ne consistait pas seulement à analyser une chute ou un mot étrange. Il fallait aussi accepter de regarder en face ce qui n'était pas dit, ce qui était volontairement laissé dans l'ombre, et dans cette ombre, quelque chose continuait de croître, une suspicion sourde, une inquiétude persistante, la sensation que le véritable cœur de l'histoire se trouvait peut-être là, précisément là où le silence était le plus dense. La version officielle arriva sans fracas. Elle ne fut pas annoncée avec solennité, ni défendue avec passion. Elle s'imposa simplement comme une évidence administrative, froide et fonctionnelle. Un mot, un seul, suffisait à tout contenir. Suicide. Il glissa dans les rapports, dans les communiqués, dans les conversations, avec une facilité presque déconcertante, comme si, une fois prononcé, il rendait toute autre question superflue. Pourtant, rien, dans ce qui précédait, ne semblait naturellement conduire à cette conclusion. La décision fut prise rapidement, trop rapidement. Diront certains, le dossier se referma sur lui-même avant même que toutes les pages n'aient été lues. Les zones d'ombre ne furent pas éclaircies, elles furent tout classées. L'absence de témoins devint une justification.
Les incohérences physiques furent reléguées au rang d'exception, et le comportement de Ray Rivera, réinterprété à la lumière de la note, devint la clé universelle censée expliquer le reste. Ce basculement eut un effet immédiat. Il transforma la morte en choix personnel. Il déplaça la responsabilité du monde extérieur vers l'intérieur d'un homme qui ne pouvait plus se défendre. À partir de là, toute tentative de remettre en question la conclusion officielle semblait presque indécente. Insister revenait à refuser le deuil. Douter devenait une forme de négation, mais ce cadre narratif avait une faiblesse fondamentale. Il reposait sur une accumulation de raccourcis. La version officielle parlait peu de la trajectoire, peu de l'impossibilité physique, peu des objets retrouvés intacts, peu de l'accès au toit. Elle s'appuyait davantage sur une interprétation psychologique que sur une reconstitution factuelle. Comme si comprendre l'esprit de Ray suffisait à expliquer ce que son corps refusait encore de confirmer. Ce glissement fut décisif. À partir de ce moment-là, l'enquête cessa véritablement d'explorer. Elle y administra, elle y valida, elle y clôtura. Les questions restées en suspens furent ainsi considérées comme non pertinentes ou trop spéculatives. L'inconfort n'était pas un motif suffisant pour rouvrir un dossier. Pour les proches, ce fut un second choc. Non plus celui de la perte, mais celui de l'effacement. Leur perception de Ray, de sa vie, de ses projets, se retrouvait soudain invalidée par une conclusion qui ne leur ressemblait pas. On leur demandait d'accepter que tout ce qu'ils avaient vu, entendu, partagé, n'était qu'une façade. Que derrière les sourires, il y avait un désespoir suffisamment profond pour mener à un geste extrême. Ce récit imposé avait quelque chose de violent. Il simplifiait une existence complexe en une explication unique. Il réduisait des mois, des années de vie à quelques lignes cliniques. Et surtout, il ne laissait aucune place au doute. Dans ce nouveau cadre, la note prenait une importance démesurée. Elle devenait la preuve centrale, presque exclusive. Tout devait s'y rattacher. Chaque phrase obscure était interprétée comme un signe. Chaque référence inhabituelle comme un symptôme, peu importait que Ray ait toujours été un esprit créatif. Attiré par les récits complexes et les structures narratives inhabituelles, ce qui comptait, désormais, c'était l'utilité de la note dans la construction d'une conclusion. Cette manière de faire produisit un malaise profond, car elle inversait l'ordre logique. Au lieu de partir des faits pour aller vers une interprétation, on partait d'une interprétation pour sélectionner les faits qui la confirmaient. Le reste était mis de côté, non par malveillance, mais par nécessité procédurale. Dans les semaines qui suivirent, le mot suicide se mit à circuler avec une facilité inquiétante. Il apparaissait dans les médias, dans les discussions lointaines, dans les résumés rapides de l'affaire. À chaque répétition, il gagnait en solidité, en légitimité. Il devenait la version communément admise. Celle que l'on ne questionne plus, mais pour ceux qui connaissaient les détails. Cette solidité apparente sonnait creux. Elle reposait sur un équilibre fragile, maintenu par le silence et l'épuisement, car remettre en cause la version officielle demandait une énergie immense. Il fallait affronter des institutions, des procédures, des inerties, et peu à peu, la fatigue s'installait, ce qui rendait la situation encore plus troublante. C'était l'absence totale de tentatives de conciliation, aucune reconnaissance des zones d'ombre, aucune formulation prudente. La conclusion était présentée comme définitive, sans nuance, comme si admettre l'incertitude aurait été plus dangereux que d'imposer une réponse imparfaite. Cette rigidité alimenta un sentiment d'injustice, non pas seulement parce que la vérité semblait inaccessible, mais parce que l'on avait l'impression qu'elle n'était plus recherchée. Le dossier était clos. Mais le malaise, Louis, restait ouvert.
À mesure que le temps passait, le récit officiel s'installait dans la mémoire collective. Il devenait plus simple de dire que Ray s'était donné la mort que d'admettre que certaines morts échappaient à toute explication claire. La simplicité rassure, elle protège. Elle permet de continuer sans regarder trop longtemps dans le vide. Pourtant, chaque fois que l'on revenait aux faits bruts, la version officielle semblait perdre de sa force. Elle ne parvenait jamais à répondre à toutes les questions en même temps. Elle expliquait l'intention supposée. Mais pas le mécanisme, elle expliquait le geste. Mais pas le chemin, elle parlait de l'homme. Mais pas du lieu. Ce décalage devenait de plus en plus difficile à ignorer. Il alimentait une colère sourde, presque honteuse. La colère de ceux qui sentent que quelque chose leur échappe volontairement, la colère de ceux à qui l'on demande d'accepter sans comprendre. Dans ce climat, le deuil prenait une forme étrange. Ce n'était pas seulement pleurer un disparu, c'était lutter contre une narration qui semblait voler quelque chose de plus. La complexité, la dignité, la vérité possible. Ray n'était plus seulement absent. Il était redéfini, et cette redéfinition avait un prix. Elle transformait l'affaire en une histoire fermée, alors même qu'elle continuait de hanter ceux qui en connaissaient les failles. Elle installait une conclusion là où il n'y avait que des points de suspension. Plus le temps passait, plus une certitude s'imposait, lente et douloureuse. La version officielle n'était pas tant une réponse qu'un refus de continuer à chercher, un moyen de mettre fin à l'inconfort collectif, quitte à laisser derrière elle un sillage de doutes non résolus. À ce stade, il ne s'agissait plus seulement de savoir comment Ray était mort, il s'agissait de comprendre pourquoi. Si vite, on avait décidé de ne plus poser la question. Il y a un moment, dans les affaires qui ne se résolvent pas, où la recherche de vérité cesse d'être collective pour devenir solitaire. Les institutions ont parlé. Les dossiers sont classés, les mots officiels sont posés. Et ceux qui restent, ceux qui continuent à douter, se retrouvent seuls face à une réalité qui ne correspond pas à ce qu'on leur demande d'accepter. Pour Ray Rivera, ce moment arriva lorsque tout sembla déjà décidé. Allison ne cherchait plus à convaincre qui que ce soit. Elle ne se battait plus contre des communiqués ou des conclusions figées, sa lutte était devenue intérieure. Presque silencieuse, elle vivait entourée d'objets qui n'avaient pas changé de place, de souvenirs qui refusaient de se figer dans une version officielle. Chaque geste du quotidien était désormais traversé par une question simple et cruelle. Comment continuer quand la vérité reste suspendue? Le deuil, dans ce contexte, n'avait rien de linéaire. Il ne suivait pas les étapes que l'on décrit dans les livres, il était fragmenté, imprévisible, violente par moments. Accepter la mort de Ray aurait supposé accepter aussi la manière dont on expliquait cette mort, et cela, elle ne le pouvait pas parce qu'elle refusait la douleur, mais parce qu'elle refusait le mensonge confortable autour d'elle. Le monde avançait, les conversations changeaient de sujet. Les regards se faisaient plus prudents, certains amis évitaient le nom de Ray, comme s'ils risquaient de rouvrir une plaie qu'ils préféraient croire cicatrisée. D'autres, au contraire, tentaient d'imposer la version officielle comme un acte de compassion mal comprise. Il faut avancer, disaient-ils. Comme si avancer signifiait renoncer à comprendre, mais Allison ne pouvait pas avancer sans regarder en arrière. Chaque détail ignoré par l'enquête devenait, pour elle, une responsabilité personnelle. Elle relisait les rapports, elle revoyait les photos, elle se repassait les conversations. Les derniers jours, les gestes anodins qui, rétrospectivement, prenaient une dimension tragique. Elle ne cherchait pas un coupable précis, elle cherchait une cohérence. Une vérité qui ne la trahirait pas. Ce combat discret eut un prix. Il isola, il épuisa.
il transforma l'absence en présence constante. Ray n'était plus seulement celui qui avait disparu. Il devenait celui pour qui il fallait continuer à poser des questions, même quand plus personne ne voulait entendre les réponses. Cette fidélité à l'homme qu'il avait été devenait une forme de résistance. Dans ce processus, une chose devenait de plus en plus claire. L'affaire ne parlait plus seulement de la mort de Ray, elle parlait de la manière dont une société gère ce qu'elle ne comprend pas, de la vitesse avec laquelle on referme une histoire dérangeante, de la facilité avec laquelle on préfère une explication imparfaite à une incertitude prolongée. Ce constat était brutal. Il obligeait à regarder au-delà du cas individuel, à reconnaître que certaines vérités dérangent parce qu'elles menacent l'ordre établi. La confiance dans les systèmes, ainsi l'illusion que tout peut être expliqué, classé, résolu. Ray devenait, malgré lui, le symbole de ces histoires que l'on préfère oublier plutôt que d'affronter. À mesure que les années passaient, la colère changeait de forme. Elle cessait d'être explosive pour devenir sourde. Persistante, une colère calme, presque digne, nourrie par l'injustice ressentie. Allison n'était pas animée par le désir de vengeance. Elle était portée par une exigence simple. Que l'on cesse de réduire Ray à une conclusion qui ne lui ressemblait pas, cette exigence se heurtait à un mur. Non pas un mur visible, mais une accumulation de silence, de procédures, de refus polis. Chaque tentative de relance se soldait par la même réponse implicite. Il n'y a rien de plus à dire. Et pourtant, pour ceux qui vivaient avec les questions, il y avait toujours trop à dire. Le plus douloureux, peut-être, était de constater que le temps jouait contre la vérité. Plus les années passaient, plus les souvenirs s'estompaient. Plus les témoins potentiels se taisaient ou disparaissaient, l'histoire se figeait dans une version officielle que rien ne venait plus contester activement. Le doute devenait marginal, presque inconfortable pour ceux qui préféraient la certitude. Mais ce doute persistait. Il survivait dans les conversations tardives, dans les regards échangés, dans cette sensation partagée que quelque chose n'avait jamais été vraiment expliqué. Il survivait surtout dans la mémoire de ceux qui refusaient d'oublier Ray tel qu'il avait été, vivante, enthousiaste, tourné vers l'avenir. À force de vivre avec cette absence, une autre forme de vérité émergeait. Peut-être que l'affaire ne serait jamais résolue, peut-être que les réponses complètes resteraient hors d'atteinte. Mais cela ne signifiait pas que les questions étaient illégitimes. Au contraire, leur persistance devenait une forme de justice minimale, imparfaite, mais nécessaire. Ray n'était plus seulement un homme dont la mort posait problème. Il devenait une question ouverte, une faille dans le récit rassurant du monde. Une preuve que certaines histoires ne se laissent pas enfermer, même lorsqu'on tente de les faire taire. Et dans cette faille, quelque chose continuait de vivre. Pas une certitude, pas une conclusion, mais une exigence morale, celle de ne pas accepter une vérité qui ne tient que parce qu'on a cessé de la contester. À ce stade, la disparition de Ray avait cessé d'être un événement du passé. Elle s'était transformée en présence durable, en tension constante entre ce qui avait été dit et ce qui restait à dire. Et tant que cette tension existerait, l'histoire refuserait de se clore. Car parfois, ce n'est pas la disparition elle-même qui est la plus violente. C'est le moment où l'on comprend que quelqu'un, quelque part, a choisi que l'on cesse de chercher. Le temps n'a pas refermé l'histoire. Il l'a seulement recouverte d'une couche plus épaisse de quotidien, comme on recouvre une fissure dans un mur avec de la peinture en espérant qu'elle cesse d'exister. Mais la fissure est toujours là. Elle travaille en silence. Elle s'élargit parfois au détour d'un souvenir, d'une question banale, d'une image qui revient sans prévenir. Et dans cette affaire, le temps n'a pas agi comme un baume, il a agi comme une brume. Au début, tout le monde croit que les jours vont finir par faire leur travail.
qu'un matin, on se lèvera et que l'incompréhension sera moins vive, moins coupante, que l'on finira par accepter une version, même imparfaite, parce qu'il faut bien que quelque chose tienne debout pour ne pas s'effondrer avec le reste. Mais certaines pertes ne suivent pas cette logique. Certaines pertes s'installent dans la vie comme une pièce trop sombre dont on ne retrouve plus l'interrupteur. On apprend à contourner l'obscurité, à vivre autour, à parler plus doucement. On ne la dissipe pas. Allison continuait d'avancer. Évidemment, on n'a pas le choix. Il faut payer les factures, répondre aux messages, sourire quand on n'en a pas la force. Il faut faire semblant d'être encore la même personne, alors qu'on sait très bien qu'un morceau de soi est resté coincé dans un lieu précis, à une date précise. Au moment où un téléphone a sonné, la vie reprend, mais elle reprend avec une absence intégrée dans sa structure. Comme un défaut invisible dans une charpente, on peut bâtir par-dessus, mais la fragilité demeure, parfois. Ce n'était pas la mort qui lui revenait en tête, c'était l'instant juste avant. La seconde où Ray a raccroché, la seconde où il a souri trop vite, la seconde où il a attrapé ses clés avec une urgence qu'elle n'avait pas comprise sur le moment, la seconde où la porte s'est refermée. Une porte, un geste banal. Une frontière, elle se surprenait à rejouer cette scène intérieurement. Non pas parce qu'elle pensait pouvoir la changer, mais parce que l'esprit humain, face à l'injustice, cherchait désespérément un point où appuyer, un endroit où il aurait pu agir. Cette obsession n'était pas une faiblesse. C'était une preuve d'amour. On parle souvent du deuil comme d'un lâcher-prise. Mais dans certaines histoires, lâcher-prise ressemble à une trahison. Et Allison ne voulait pas trahir Ray en acceptant un récit qui ne lui ressemblait pas, en laissant son nom se dissoudre dans une conclusion trop simple. À l'extérieur, l'hôtel continuait d'exister comme si rien ne s'était passé. C'est peut-être cela, le plus violent dans les lieux où l'on perd quelqu'un. Leur indifférence, les murs ne se souviennent pas. Les fenêtres continuant de refléter le ciel, les passants ne savent pas. La ville n'a pas de mémoire. L'endroit où le corps a été retrouvé ne porte aucune marque visible de ce qui s'y est joué. Il n'y a pas de plaque, pas d'ombre officielle, pas de silence imposé. L'histoire n'est inscrite nulle part, si ce n'est dans les cerveaux de ceux qui la portent. Et pourtant, pour ceux qui savent, tout change. Une façade devient une menace, une hauteur devient un vertige. Un toit devient une question. Chaque angle du bâtiment semble cacher une partie du puzzle. Chaque accès verrouillé, chaque couloir, chaque escalier devient impossible. On ne peut plus regarder ce lieu comme un simple hôtel. On le regarde comme une scène, et une scène, quand elle n'est pas expliquée, se transforme en piège mental. Il y eut aussi le lent effritement des certitudes des autres, les amis, les proches, ceux qui au début parlaient avec conviction, finissent par se fatiguer, ils se protègent comme ils peuvent. Ils se disent que c'est trop lourd, que ça ne mène nulle part, que ce n'est pas sain de rester accroché à des hypothèses. Certains s'éloignent non par cruauté, mais par instinct de survie, et ceux qui restent deviennent plus rares, plus précieux, parce qu'ils acceptent de regarder le vide sans exiger qu'il se transforme en réponse. Dans cette raréfaction, la vérité prenait une forme étrange. Ce n'était plus la vérité factuelle, celle qu'un dossier pourrait prouver. C'était une vérité humaine. Ray était plus qu'un corps retrouvé. Il était plus qu'un mot imprimé en petits caractères. Il était plus qu'une conclusion administrative. Il était un homme, et la violence la plus profonde, peut-être, était de le réduire à une case. Allison s'accrochait à des détails qui, pour d'autres, semblaient insignifiants, la manière dont il parlait de l'avenir,
son enthousiasme, les petits projets qu'il aimait ébaucher, même quand il semblait irréaliste, son regard quand il imaginait une scène, une histoire, une tournure dramatique. Ce n'étaient pas seulement des souvenirs, c'étaient des preuves intimes, non recevables dans un tribunal, mais indiscutables dans une vie. On ne balait pas cela avec un mot. Et malgré tout, il y avait des soirs où le doute s'infiltrait. Parce que c'est cela aussi, être humain. Osciller entre la conviction et l'épuisement. Se dire qu'on a peut-être tort, qu'on ne sait pas tout, qu'il y a des choses qu'on ne voit pas. Même chez ceux qu'on aime, ces pensées-là étaient les plus cruelles. Parce qu'elles ressemblaient à une capitulation, elles venaient avec une culpabilité sourde. Comme si douter de sa propre intuition revenait à abandonner Ray une seconde fois. Mais l'histoire refusait d'être simple. Précisément parce qu'elle ne se laissait pas ranger. Chaque fois que l'on tentait de la réduire, un détail revenait, obstiné. La trajectoire, les objets intacts, l'accès au toit, les silences, le dernier appel, la note cachée. Ce n'étaient pas des éléments isolés, c'étaient des fils d'une toile qu'on ne parvenait pas à voir en entier, et il y avait cette impression que le mystère n'était pas seulement dans ce qui s'était passé, mais dans ce que l'on avait accepté de ne plus regarder, comme si la vérité, même partielle, avait été repoussée hors du champ parce qu'elle demandait trop. Trop d'efforts, trop du conflit. Trop de conséquences, dans un monde où tout doit être rapide, classé, digéré. L'incertitude est une offense, alors l'histoire se mit à vivre autrement. Elle quitta les bureaux et les rapports pour se loger dans des conversations, des récits, des forums, des documentaires, des analyses. Elle devint une énigme partagée. Un miroir dans lequel chacun projette ses peurs, peur des zones d'ombre, peur des institutions, peur de l'idée qu'on peut disparaître au milieu de tout le monde, peur de l'idée que la vérité n'est pas toujours accessible, même quand on la mérite. Mais au milieu de cette fascination, il y avait un risque. Ray cesse d'être Ray, qu'il devienne un symbole. Une histoire, un cas à commenter. Un mystère à consommer, comme si l'incompréhension autorisait le monde à s'approprier sa mort. Allison le sentait, elle le redoutait. Parce que ce qui avait été volé, ce n'était pas seulement la vérité, c'était aussi l'intimité d'une vie arrachée à ceux qui l'aimaient. Elle se surprenait parfois à imaginer Ray au moment exact où il a quitté la maison, pas dans une posture dramatique, pas comme un personnage, comme un homme qui répond à un appel, qui pense qu'il va revenir, qui ne mesure pas que tout est en train de basculer. Cette image-là, simple, presque insupportable, avait plus de puissance que toutes les hypothèses, parce que, au fond, c'est cela qui rend l'affaire transformatrice pour ceux qui l'écoutent. La compréhension brutale qu'une vie peut être déviée en quelques secondes, qu'un appel peut vous emporter. Qu'une décision prise dans l'urgence peut vous placer dans une trajectoire dont vous ne reviendrez pas, cette pensée dérange parce qu'elle n'est pas réservée aux autres. Elle concerne tout le monde, et c'est pour cela qu'on a besoin d'une conclusion. Pour se protéger, pour croire que cela n'arrive qu'aux gens fragiles, instables, différents. Pour maintenir l'illusion que la vie est sous contrôle, mais Ray ne rentrait pas dans cette case rassurante. Son entourage le décrivait comme vivant, présent, tourné vers demain. Cette contradiction oblige à regarder une autre réalité. Parfois, les histoires se brisent, sans avertissement. Parfois, ce n'est pas l'âme qui cède. C'est le monde autour qui se referme. Plus les années passaient, plus l'affaire révélait quelque chose de plus vaste que son propre mystère. Elle révélait la manière dont les gens réagissent face aux troubles. Certains cherchent à comprendre, quitte à se faire mal. D'autres cherchent à oublier, quitte à être injustes.
Certains posent des questions, d'autres les jugent. Et dans cet écart, on mesure la fragilité des vérités officielles. Elles tiennent souvent moins par preuve que par fatigue collective. Allison avait fini par comprendre une chose. Douloureusement simple, il ne s'agissait plus seulement d'obtenir une réponse. Il s'agissait de refuser la facilité, de refuser que le monde prenne l'histoire de Ray et la plie pour qu'elle rentre dans une enveloppe administrative. De refuser qu'on dise « c'est réglé » quand, intérieurement, rien ne l'est, et il y avait des instants, Harris, où cette résistance produisait quelque chose d'inattendu. Une forme de clarté, pas une réponse. Non, une clarté émotionnelle. Celle qui consiste à comprendre que l'on ne contrôle pas la vérité, mais que l'on contrôle ce que l'on en fait. Que l'on peut choisir de ne pas se taire, de ne pas laisser la version la plus commode devenir la seule. De continuer à dire son nom comme un nom d'homme, pas comme un dossier. C'est là que l'histoire devient percutante, parce qu'elle dépasse le sensationnel. Elle devient une expérience morale. Elle force le spectateur à se demander « Qu'est-ce que je fais, moi ?» Quand quelque chose ne colle pas, est-ce que je cherche? Est-ce que j'accepte? Est-ce que je détourne le regard pour ne pas déranger mon confort? Et plus profondément encore, à quel point suis-je prêt à croire une explication? Simplement parce qu'elle est officielle. Le plus terrible, c'est que l'histoire n'offre pas de catharsis. Il n'y a pas de scène finale où tout s'éclaire. Il n'y a pas de moment où l'on peut enfin respirer et se dire « Voilà, maintenant je comprends. » Ici, la fin est une absence de fin, une porte qui ne se ferme pas, un couloir qui s'allonge, et dans ce couloir, il y a une silhouette qui continue d'avancer, non pas parce qu'elle a toutes les réponses, mais parce qu'elle refuse que le silence soit la réponse. La ville, elle, continue. L'hôtel reste debout. Les saisons passent. Les gens meurent. Nice. Amen. Oublié. Et c'est peut-être ce contraste qui rend l'histoire si difficile à supporter, l'idée que l'énigme peut coexister avec la normalité. Comme si l'incompréhensible n'avait aucune conséquence sur le monde, mais il en a une. Une conséquence invisible, une conséquence intime. Une conséquence qui se transmet, parce que chaque personne qui écoute cette histoire, si elle écoute vraiment, importe avec elle une fissure nouvelle. La conscience que certaines choses échappent, que certaines vérités sont fragiles, que certains silences ne sont pas naturels et qu'une vie peut disparaître. Non seulement parce qu'elle s'arrête, mais parce qu'on choisit de l'expliquer trop vite. Alors, il reste cette question, simple, presque froide, celle qui s'incruste dans la mémoire comme une écharde. Si un homme peut disparaître au milieu d'une ville, au milieu des lumières et des gaz, au milieu des gens, si un homme peut devenir un dossier, ou un trou dans un toit, qu'est-ce qui nous garantit, à nous, que la vérité serait mieux traitée? La dernière image n'est pas celle d'un corps. Ce n'est pas celle d'un toit. Ce n'est même pas celle d'une note. C'est celle d'une porte qui se referme, un soir ordinaire, et d'une voiture qui s'éloigne, et quelque part, dans le silence qui suit, la sensation que l'histoire n'a jamais vraiment commencé à se terminer,